Bonsoir, Monsieur Yves Brahima Koné, Bonsoir. directeur général du Conseil du Café Cacao. Bonsoir. Nous vous remercions de nous accueillir. Monsieur le directeur général, quelles sont les attributions du Conseil Café Cacao? Le Conseil du Café Cacao n'est pas une structure opaque. C'est la nature de nos activités qui fait que nous ne nous découvrons pas souvent au monde. Vous reconnaissez que vous êtes une institution sensible. Je suis d'accord avec vous. Effectivement, nous sommes dans un secteur sensible. Justement, monsieur le directeur général, vous évoquez la question des prix. Comment sont fixés les prix des matières premières, du café et du cacao, et comment intervenez-vous dans ce processus? Le prix du cacao est fixé sur le terme de Londres. Les cotations sur le marché se font déjà sur la campagne 2019-2020. En ce moment, nous sommes en train de vendre la production de 2019-2020. Naturellement, nous vendons également la campagne de 2018-2019. C'est en fonction des opportunités que nous offrent les cours. Si le marché, nous considérons qu'il est bon, nous essayons de vendre la production de la Côte d'Ivoire aux exportateurs qui achètent et qui replacent pour leur compte. Quand le marché est mauvais, nous estimons à ce moment qu'il faut attendre. Dans une période récente, nous étions obligés de vendre tous les jours, que le marché soit mauvais ou que le marché soit bon. Nous étions obligés de vendre régulièrement sur le marché. Vous dites que le marché soit bon ou mauvais, vous vendez obligatoirement. Alors, dans ce cas, on se pose la question, comment on garantit le prix aux producteurs? Nous calculons les prix moyens de vente que nous avons obtenus. Que vous avez réalisé au cours de l'année d'avant. Au cours de l'année, mais qui concerne l'année qui commence. Et sur la base de ce prix moyen de réalisation, on déduit le fret, l'assurance, tous les frais qui vous amènent en plantation. Et c'est là qu'on fixe le prix aux producteurs. Et dans le système actuel, le président de la République a décidé qu'on ne doit pas offrir aux producteurs moins de 60% du prix CAF. Le président a décidé cela, 60%. Est-ce que vous pensez, enfin l'institution pense aujourd'hui que c'est un prix qui est juste pour le producteur? En fonction du prix du marché, en fonction des cours, le prix peut être juste comme ne peut être juste. Parce que je vais vous prendre l'exemple du café. Cette année, les cours du café sont très bas. Et quand nous faisons le calcul, en fonction de nos prix moyens de réalisation, nous devons offrir aux producteurs 530 francs par kilo borchon. Ça, ce sont les calculs qui vous permettent de dire ça. C'est ça, en fonction de nos ventes. D'accord. Et dans la réalité, qu'est-ce que vous décidez? Le président de la République a décidé qu'il ne pouvait pas accepter qu'on aille à ce niveau. C'est pour ça qu'il a fixé un prix de 750 francs aux producteurs. Comme nous travaillons sur plusieurs années, quand nous faisons des résultats, nous mettons ces résultats sur un fonds de réserve. C'est ça qui nous permet de soutenir le prix aux producteurs quand les marchés ne sont pas bons. Alors, on va parler du rang de la Côte d'Ivoire au niveau du café. Nous avons perdu beaucoup au niveau du café, des problèmes de qualité de ce café et autres. Alors aujourd'hui, comment encouragez-vous les planteurs à retourner vers le café et comment améliorer, on va dire, la qualité du café ivoirien? Le problème de la Côte d'Ivoire au niveau du café, ce n'est pas un problème de qualité. C'est un problème de marché. Je pense qu'à un moment donné, la Côte d'Ivoire s'est focalisée sur la production de cacao en délaissant la production de café. Nous avons connu la période où la Côte d'Ivoire était le 3e pays producteur mondial de cacao, de café. Et premier producteur mondial de Robusta. La problématique que nous avons aujourd'hui sur le marché du café, ce sont nos concurrents. Vous avez l'Indonésie, il y a quelques années, qui faisait à peine 40 000 tonnes, ils sont à 680 000 tonnes. Vous avez le Vietnam, qui faisait à peu près 50 000 tonnes il y a quelques années, qui est aujourd'hui pratiquement 2 millions de tonnes. Je ne sais pas dans quel chemin ces pays sont installés, mais quand vous allez aujourd'hui sur le marché international pour vendre du Robusta, vous savez la concurrence de l'Indonésie et vous savez la concurrence du Vietnam
Et ils vont faire des décotes par rapport au marché de l'ordre de 250 dollars la tonne. Ça fait à peu près 140 francs de décotes que vous êtes obligé de faire sur le marché pour pouvoir vendre votre produit. En clair, c'est une culture que vous ne conseillerez pas, ou en tout cas, il n'y a pas de vraie politique pour pousser justement nos producteurs à aller vers le café. Alors, on va parler globalement. Non, je n'ai pas dit ça. C'est une question. Non, non. Vous avez dit, vous voulez passer à la question suivante. Je vous dis, nous avons une politique. Dites-moi, je vous écoute, monsieur le directeur général. Le gouvernement nous a demandé d'aller à l'industrialisation. Dans le café, nous ne voulons plus vendre des cafés verts. Nous voulons vendre du café torréfié, industrialisé. Peut-être que sur cette question d'industrialisation, je vous réponds. Oui. La politique du gouvernement. Au mois de mars, nous envoyons à l'étranger pour formation une dizaine de jeunes Ivoiriens qu'on va former au métier de torréfacteur. Ils iront en Italie, au Portugal, en France. Ils viendront ici. Comme en général, ils n'ont pas les moyens, nous allons les aider à s'installer. Et quand nous allons lancer ces producteurs, ces torréfacteurs ivoiriens, nous allons former encore d'autres que nous allons lancer. Désormais, lorsque nous irons aux foires à l'étranger, ce sont ces jeunes Ivoiriens, avec leurs productions, leurs marques, que nous allons promouvoir. Le gouvernement nous a demandé d'asseoir cette base au niveau de la transformation. Nous avons suspendu temporairement la production des semences pour la création des plantations. Ce n'est que temporaire. Ce n'est que temporaire. Voilà. Très bien. Dans votre domaine du café-cacao, c'est qui au fond les spéculateurs et qu'est-ce qu'ils font? Quel est leur rôle dans tout ce processus-là de vente du cacao et du café? Normalement, le marché devait être régulé en fonction de l'offre et la demande. Nous avons constaté que les cours n'obéissent plus aux fondamentaux du marché. Vous avez les fonds spéculatifs qui achètent et qui revendent pour faire des profits. Ils ne s'adressent pas au physique. Ils sont sur le marché et ils le font. Depuis le 1er octobre 2018 jusqu'en janvier, le Conseil n'a pas vendu un seul kilo de cacao. Durant toute cette période? Toute cette période. Je peux vous le dire. Et pour autant, il y avait du cacao sur le marché? Je viens. Ils font la spéculation. D'accord. Mais un organe important, au mois de novembre, a mis sur ces réseaux que le Conseil, à cause de la production qui est importante, le Conseil vient de vendre 200 000 tonnes. À cause de cette information, le marché a baissé. Monsieur le directeur général, quand une information que celle que vous venez d'évoquer impacte une stratégie nationale, qu'est-ce qu'on encourt? Parce que divulguer une information comme ça qui est fausse, il doit bien y avoir des sanctions. On les connaît, on essaye de parler avec eux, mais apparemment ils servent d'autres intérêts. Alors, donc sur ça, monsieur le directeur, on évoque dans votre cas un manque de contrôle, un dévoiement du système de vente. On parle d'une mauvaise communication. Donc, au-delà même de la chute des cours, vous qui êtes le gendarme de la filière, vous êtes pointé du doigt. Alors, est-ce que, selon vous, il devrait y avoir une autre réforme pour corriger un certain nombre de choses? Moi, je crois que nous avons un document d'opérationnalité que nous devons suivre strictement. Il y a eu quelques problèmes, je dis même des problèmes majeurs en 2016, parce que simplement, je considère que le document d'opérationnalité, suivant lequel nous travaillons, n'a pas été respecté. Qui n'a pas respecté? Des exportateurs, des acheteurs sur place. On va peut-être évoquer aussi le cas de SAF Cacao. On y reviendra. Je vous laisse finir. Vous savez, le mécanisme de vente, comme je vous ai dit, il est très complexe. Oui. Lorsque nous faisons les ventes, on dit, vous avez des contrats sur janvier, février, mars. La campagne commence par octobre, novembre, décembre. Lorsque vous devez embarquer des produits, c'est-à-dire exécuter le contrat sur octobre, novembre, décembre, que vous n'avez pas respecté, vous devez, avec autorisation du conseil, exporter sur janvier, février, mars. À la fin du mois de mars, si vous n'avez pas exporté, on vous arrête dans le système. Vous ne pouvez plus avoir de contrat avec le conseil.
Et on vous envoie des pénalités pour payer et on doit vous obliger à exécuter vos contrats. Est-ce qu'on vous retire l'agrément? C'est juste des pénalités. Si on retire l'agrément, vous ne pouvez pas exécuter les contrats que vous n'avez pas réalisés. On vous engage donc dans un processus, on vous envoie des factures, des pénalités, et puis on vous poursuit. Monsieur le directeur général, cette crise liée au défaut de SAF Cacao, 11 banques, l'État lui-même, le Conseil du café cacao, sur l'ensemble de tous ces acteurs, il y a eu de grosses responsabilités. Moi, je ne fais que le constat. Je sais que nous sommes en partie responsables. Les banques aussi. Et l'opérateur lui-même, nous ne voulons pas que les gens spéculent. L'opérateur concerné avait créé une société à Genève. Quand il achète avec nous, il se vend à lui-même et puis il attend pour que le marché monte pour faire des profits. Je vais m'interroger sur la mandature précédente. Le Conseil, avant que vous n'arriviez, il y a 18 mois, ne s'était pas rendu compte de cela. En 2015-2016, SAF Cacao était, comme on l'appelle, en défaut d'embarquement. C'est ce qu'on appelle, ils n'ont pas respecté leur contrat. 16 000 tonnes. Normalement, on devait les arrêter immédiatement dans le système. Mais le Conseil a continué avec eux. 16, 17, ils ont cumulé 94 000 tonnes. On ne les a pas arrêtés dans le système. On leur a permis d'aller sur le marché. On a fait des contrats avec eux sur la 17-18 pour 150 000 tonnes. Vous voyez comment la crise est arrivée. En fait, vous avez donné beaucoup de chance à cette compagnie pour se reprendre. Nous n'étions pas là. Nous sommes arrivés au moment où les 150 000 tonnes de contrats avaient été déjà réalisés. Et nous avons arrêté les ventes avec SAF Cacao. Nous leur avons demandé d'exécuter les contrats qu'ils ont avec le Conseil. SAF Cacao, c'est d'énormes passifs au détriment des banques, de l'État, du Conseil Café Cacao, plus de 250 milliards de pertes dans cette affaire. Vous nous avez expliqué les responsabilités, le Conseil a eu sa part. Alors concrètement, comment aujourd'hui cette liquidation a pu se faire et qu'est-ce qu'il en reste? On parle d'une usine même que vous auriez obtenue à la suite de cette opération de liquidation. Qu'en est-il exactement de la liquidation de SAF Cacao? Nous avons donc porté plainte contre ce groupe qui devait beaucoup d'argent au Conseil. Je ne savais pas ce qu'il devait aux banques. Moi, je défends les intérêts du Conseil. Il devait, quand j'ai fait le point, 82 milliards au Conseil, 25 milliards au Trésor public. J'ai donc porté plainte pour récupérer l'argent qui nous revenait. Et quand on a demandé aux banques de produire, le liquidateur a demandé aux banques de produire leurs créances, les banques ont produit des créances jusqu'à hauteur de 160 milliards. Voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, il faut chercher un repreneur pour éviter de faire de la casse. Si on veut faire une liquidation totale, tout le monde était perdant. Le liquidateur a cherché une solution qui arrange. Est-ce que cette solution-là, avec un nouveau repreneur, la SACC, ce repreneur, sans oublier tout ce qui a été mis en place, vous, ce que vous gagnez dans cette opération, est-ce que tout cela est satisfaisant pour le Conseil? C'est le moindre mal. Nous, en tant que Conseil, nous avons récupéré l'usine. Ceci nous permet de couvrir une partie de nos dettes. Et puis l'usine va travailler, l'usine va continuer à nous donner de l'argent. Cette usine nous rappelle un projet au moment de la libéralisation avec une usine qu'on avait cherché à acquérir à Fulton. Vous vous rappelez de ce dossier? Alors, est-ce qu'on ne va pas vers le même modèle? Est-ce que c'est le rôle du Conseil d'être propriétaire d'une usine? Vous savez, les acteurs ne sont pas les mêmes et les objectifs ne sont pas les mêmes. D'abord, le lieu n'est pas le même. L'usine est en Côte d'Ivoire. L'usine est en Côte d'Ivoire. Je peux vous affirmer que l'usine va démarrer d'ici le 1er juillet 2019. Nous savons que la société SACC, qui reprend la partie commerciale, doit nous rembourser 42 milliards. La question qu'on se pose, est-ce que les banques n'ont pas perdu de la confiance dans les exportateurs locaux?
Parce que c'était le cas de Safka, un importateur important. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites pour rassurer les banques et leur dire qu'il y a des exportateurs locaux qui sont fiables, en qui ils peuvent faire confiance et à qui ils peuvent faire des avancements? Les banques ne comprennent pas le système de la commercialisation qu'elles financent. Pour l'instant, il y a 2 banques qui nous ont demandé de leur faire parvenir des gens pour aller les former, pour qu'ils comprennent bien le système de la commercialisation. Si vous ne comprenez pas, c'est difficile de financer. Ça, vous auriez pu le faire depuis, enfin, on me dirait. Nous sommes des conseils. Oui. Si la banque ne nous demande pas, c'est des privés, on ne peut pas leur imposer de venir leur enseigner un mécanisme peut-être qu'ils comprenaient le mécanisme. C'est maintenant, ils avouent qu'ils ne connaissent pas le mécanisme. Nous avons conseillé aux banques d'étroite collaboration avec nous. Lorsqu'un opérateur a un risque, les banques doivent être informées. Et on va se rapprocher à partir de maintenant. Sur la base de vos réponses, doit-on comprendre que la crise, de ce point de vue, est définitivement derrière nous? Vous savez, dans ce domaine, il ne faut jamais affirmer qu'il n'y aura plus de crise. Ce que je peux vous dire, nous allons essayer de respecter les documents d'opérationnalité. Et je vais vous dire, vous achetez du cacao avec le conseil du café cacao. Vous ne respectez pas vos contrats, vous êtes en défaut. Et les dirigeants de votre société, et votre société, vous êtes interdit de commercer à la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Ça, ce sont des mesures très concrètes. Très concrètes qui ont été prises. Et les opérateurs en ont conscience. Nous avons une grande compagnie qui a été en défaut d'exporter des contrats. Oui. Parce que le marché avait baissé. Sans doute, ils ont spéculé. Je leur ai dit, exécutez votre contrat. Ils ne l'ont pas fait. J'ai écrit 1 fois, 2 fois, ils n'ont pas répondu. 3e fois, j'ai écrit pour dire que vous êtes interdit, conformément à notre réglementation. Monsieur le directeur général, évoquons une question que le pays, le Conseil, enfin tout le monde du cacao traîne comme une sorte de boulet. La question du travail des enfants. C'est quoi le fond du problème du travail des enfants dans la cacaoculture? Nous sommes tous des enfants de paysans. Quand on venait de l'école, on accompagnait nos parents au champ en vacances. Ceux-là font partie d'un réseau de ce que j'allais vous trafic. dire. Vous savez, le gouvernement a pris des dispositions pour éviter que ces enfants viennent travailler dans les plantations. Ils viennent de pays riverains. La première dame s'est mise au devant de cette affaire. Et elle a essayé de mieux présenter ce problème en Occident auprès des grands consommateurs pour leur expliquer les efforts que la Côte d'Ivoire faisait dans ce domaine. Je pense que ceci va se poursuivre. Monsieur le directeur général, vous l'avez suffisamment rappelé dans cette interview, les enjeux sont énormes autour du Conseil du café cacao. Alors, dites-moi, les défis et les perspectives que vous avez justement dans votre vision sont lesquels? Le Ghana et la Côte d'Ivoire font à eux seuls 60% de la production mondiale. Il est difficile de penser qu'avec 60%, nous ne puissions pas agir sur le marché international et sur les prix. C'est pour ça que nous sommes rapprochés. Pour travailler ensemble dans le domaine de la recherche agronomique. Pour travailler ensemble dans le domaine de la promotion de la consommation. Parce que pour vendre aux autres, il faut que nous-mêmes nous puissions consommer. Donc, nous allons essayer de promouvoir la consommation dans nos pays, dans la région, et puis surtout vers les pays émergents. Nous allons essayer de définir, les travaux sont avancés, une norme pour le cacao pour l'Ouest africain, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de travailler sur une norme commune. Nous ne souhaitons pas que ce soit les consommateurs qui définissent la norme qu'on nous impose. Nous sommes en train de travailler sur une norme commune. Et puis, il y a les questions de maladies qui menacent les vergers, le soleil shoot, sur lesquels nous travaillons ensemble. Et pour la préservation, comme les gens aiment à le dire, on parle de la durabilité. Pour que les producteurs aient la volonté qu'ils soient encouragés à produire, il faut
qu'ils soient suffisamment rémunérés. C'est ça qui va assurer la durabilité. Parce que quand les grandes sociétés multinationales viennent ici, c'est pour nous parler de productivité et parler de durabilité. La durabilité, c'est d'abord le producteur. S'il n'est pas satisfait, il va arrêter de produire. Nous avons décidé de travailler sur la définition d'un prix plancher. Ghana et nous sommes arrivés à définir un prix plancher. Les chiffres sont déjà... Les chiffres sont connus. Ils sont connus. Comme nous n'avons pas communiqué à nos chefs d'État, je préfère ne pas communiquer là-dessus. Nous irons ensuite rencontrer les associations de chocolatiers en Europe, aux États-Unis, puis en Asie, pour leur dire que nous ne faisons pas cette démarche contre eux. Nous voulons qu'on fasse une démarche consensuelle, qu'ils comprennent que si les producteurs continuent d'avoir la part comprise, ça ne peut pas marcher. Si le producteur n'est pas suffisamment rémunéré, ce n'est pas possible qu'il continue de produire du cacao. Merci, monsieur le directeur général Yves Brahima Koné, directeur général du Conseil du café cacao. Merci d'avoir répondu à notre invitation, mais surtout, merci d'avoir répondu avec franchise à toutes nos questions. Merci à toutes les